Alors bonjour, j'ai invité des représentants de toutes les formations politiques engagées dans la course à la présidentielle et pour le moment, le seul qui m'a répondu, c'est l'équipe d'Éric Zemmour et c'est Jean-Frédéric Poisson qui va venir parler de la seule chose qui intéresse le site Webscran, c'est-à-dire le travail, les relations sociales. Alors bonjour Jean-Frédéric. Bonjour. Alors, vous avez été un habitué, mais alors sous d'autres couleurs précédemment. Et là, on va parler, dans le cadre de la présidentielle, du programme d'Éric Zemmour sur la relation sociale, le dialogue social et le travail. Alors, quelles sont les propositions du candidat Zemmour, et donc les vôtres, puisque vous les portez aujourd'hui, sur cet aspect-là du programme du candidat? Mais il y a deux volets au fond. Le premier volet, c'est la question qui porte sur l'augmentation du salaire net des salariés ou des travailleurs. Ça passe par des baisses de la CSG pour augmenter à due concurrence le salaire qui est disponible pour les employés, enfin pour les travailleurs, pardon. Vous avez entendu parler aussi de ce qui a été annoncé à Lille la semaine dernière, c'est-à-dire cette mécanique de possibilité de prime pouvant aller jusqu'à l'équivalent de 3 mois de salaire versés sans charge et sans impôt par l'employeur à discrétion pour ses salariés, en plus d'un certain nombre de mesures qui ont en ambition d'alléger le poids administratif des réglementations qui pèsent évidemment à la fois sur le recrutement et sur le déroulement l'accomplissement des contrats de travail. Donc, la première chose dont le candidat Éric Zemmour se préoccupe, c'est effectivement que quand on travaille, quand on a la chance d'avoir un travail salarié, on puisse en vivre dignement et que le pouvoir d'achat soit augmenté par ces différentes dispositions. Ensuite, sur la question du dialogue social ou des relations sociales, si on peut considérer que c'est un second volet, tout n'est pas encore complètement arrêté dans la mesure où on a du mal à comprendre comment aborder le paysage du dialogue social tel qu'il va nous être rendu par le quinquennat d'Emmanuel Macron. On y reviendra sans doute. La volonté, en tout cas, globale d'Éric Zemmour rejoint la mienne, et c'est une des raisons de mon soutien, c'est qu'il y a une réelle volonté de faire en sorte que le dialogue social s'améliore ou revienne, parce qu'il est assez largement parti maintenant dans les entreprises. Et je porte à titre personnel et j'importe dans cette campagne aussi des préoccupations particulières sur les trois grands sujets qui sont des circonstances nouvelles pour le droit du travail, c'est-à-dire d'abord la question de la santé au travail et la prolifération des burn-out et des dépressions, des mécanismes dépressifs ces derniers temps est extrêmement inquiétante et devient une question à part entière dans une large mesure. Deuxièmement, la question des contrats tripartites de travail qui deviennent là aussi un élément assez régulier du monde du travail moderne. Je veux dire par là tout ce qui concerne le portage salarial, l'intérim, pourquoi pas le prêt de main-d'œuvre tel qu'il est réglementé aujourd'hui. Et troisièmement, revenir aussi sur les questions du télétravail et de ses conséquences médicales, je l'ai dit tout à l'heure, mais plutôt même sociales, puisque nous voyons que la volonté, en tout cas c'est l'analyse personnelle que je porte, et l'arbitrage définitif n'est pas rendu, mais je sais qu'Éric Zemmour est dans cette ligne-là. Le télétravail est un facteur puissant d'affaiblissement du collectif de travail. Or, l'entreprise a besoin d'un collectif de travail qui fonctionne. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade sur les deux grandes orientations, salaire et dialogue social, que Éric Zemmour porte dans cette campagne. Alors, sur le temps de travail, Pierre Ferracci, juste avant vous, et Jean-Luc Placé s'exprimaient sur le fait qu'aujourd'hui, temps de travail, nombre de jours de travail, c'est plus un tabou, les 35 heures ne sont plus la cause de tous les maux de la France, et qu'il va falloir apprendre, suite à cette pandémie, à réinventer et réorganiser le travail, parce qu'on était forcé à faire du télétravail, et que finalement, il y a des entreprises qui s'aperçoivent qu'il n'y a pas de perte de productivité, bien au contraire, et qu'il va falloir l'encadrer, certes, par chaque entreprise, en fonction des besoins de l'entreprise, parce que toutes ne sont pas égales devant, mais que c'est quand même pas la source de tous les maux. Donc je suis un peu étonné que vous ayez ces positions-là où vous traitez le télétravail comme quelque chose qui est un handicap pour l'entreprise. Il peut l'être en tout cas. Vous savez, j'ai été, je crois, un des premiers parlementaires à porter une proposition de loi dans laquelle il y avait un volet sur le télétravail. C'est une proposition de loi que j'ai portée en 2009 comme rapporteur.
Et il y avait déjà des dispositions visant à favoriser le recours au télétravail pour les entreprises qui le souhaitaient. Donc, je ne suis pas du tout un ennemi. J'ai été un des premiers patrons de collectivité à signer un accord de télétravail avec un certain nombre de mes cadres de l'époque, enfin, des agents qui étaient à peu près tous des cadres d'ailleurs, pas tout à fait tous, de la collectivité dont j'étais le responsable, la communauté d'agglomération de Rambouillet-Territoire. Donc, je n'ai pas de problème de principe avec le télétravail. Je constate qu'il a deux conséquences. La première, c'est que quand il est utilisé de manière déraisonnable, massive, systématique, il a pour effet de couper un certain nombre de salariés d'un univers relationnel dont ils ont aussi besoin pour leur équilibre personnel, parce que le monde est ainsi fait, c'est malheureux, mais je crois que c'est comme ça. Pour beaucoup de nos concitoyens, les seules ou les rares relations personnelles qu'ils entretiennent dans le cours de leur vie sont des relations qu'ils trouvent au travail. Quand on les en prive, évidemment que leur univers relationnel, leur univers psychologique ou affectif personnel s'en trouve bouleversé, affaibli et plus douloureux. Donc il faut prendre cette dimension-là en compte aussi. Les salariés aussi, parce qu'on voit une étude qui circule sur les réseaux en ce moment, qui dit que les salariés eux-mêmes souhaitent que le nombre de télétravail dans une semaine soit de 2 jours. Certainement pas 5 jours parce que c'est nocif, mais certainement pas moins non plus. Donc on parle de 2 jours de télétravail qui serait le nombre de jours télétravaillés raisonnable. Très bien. Moi, j'avais signé un accord avec 1 journée par semaine. Si effectivement on arrive à trouver un équilibre à la fois personnel, professionnel, de productivité, de rentabilité et comment dire, social pour les salariés eux-mêmes, si le bon équilibre dans l'entreprise c'est 2 jours, faisons 2 jours. D'une certaine manière, si les gens sont avec 3 jours, faisons 3 jours. Encore une fois, je n'ai pas de problème de principe. Je dis simplement, et vous venez d'ailleurs de le rappeler, ça n'est pas une panacée. Il y a des effets indésirables, c'est un peu comme le vaccin d'ailleurs contre la Covid, il y a des effets indésirables qu'on est en train de découvrir petit à petit. J'ai toujours travaillé avec mon ami Jean-Claude Belgem, que vous connaissez, le patron du cabinet Technologia, qui est un des meilleurs experts en France des questions du risque psychosocial. Et dès le mois de mai 2020, donc à la sortie du premier confinement, nous étions, Jean-Claude Belgem et moi, sur une émission de radio, à commenter les premiers résultats d'une enquête qui portait sur les premières conséquences des 3 mois de télétravail du premier confinement. Dès ce mois de mai 2020, on voyait parfaitement qu'un certain nombre d'effets liés aux troubles psychosociaux, liés à l'isolement ou au changement brutal d'habitude ou à l'inadaptation de l'univers personnel ou familial à la réalité du travail professionnel, tout ça provoquait des troubles graves chez les gens. Donc faisons attention à ce que effectivement, ça soit encadré. De même qu'on voit aujourd'hui... Pardon, Jacques, c'est un aspect important. Donc, je termine vraiment d'une phrase, j'y reviens, pour ne pas oublier. Moi, je veux bien que la performance individuelle ou la performance de l'entreprise ne soit pas pénalisée par le recours au télétravail. Bon. Je veux bien admettre qu'il y a des métiers ou des professions ou des activités dans lesquels il n'y a pas d'incidence. OK. Je suis attentif, comme vous le savez, et on se connaît depuis longtemps, à la question, je le répète, du maintien du collectif de travail, dans la mesure où, effectivement, le recours au télétravail ne met pas en danger, n'appauvrit pas ce collectif et sa richesse propre. Très bien, recourons au télétravail, dans la mesure où il représenterait un danger pour ce que le groupe peut faire qu'un individu ne peut pas faire en étant isolé, ne le perdons pas pour l'entreprise. Voilà, c'est simplement ça que je souhaite signaler. Alors, avant d'aborder un dernier sujet, juste pour commenter sur ce qui a pu être étudié en mars 2020 par Technologia, on est en 2022, les choses ont changé. Aujourd'hui, on est à l'inverse. Certains ont la hantise de retourner sur le lieu de travail parce qu'ils en ont perdu l'habitude. Donc, ce qui était la coupure du collectif de travail en mars 2020 a bien évolué. Et aujourd'hui, on a l'inverse. D'abord, on a des salariés qui ont déménagé, qui sont quelquefois très loin des métropoles où vous avez l'habitude de travailler. C'est notamment pour l'Île-de-France, je crois que 28% des entreprises sont exposées à des salariés qui ont déménagé et qui habitent soit en Bretagne, soit en Normandie, soit en Bourgogne aujourd'hui, et qui demandent du télétravail pour ne pas aller tous les matins au bureau. Donc ça, c'est une chose, et je pense que ça aussi, il va falloir le voir. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, que j'ai abordé avec
avec Jean Auroux il y a quelque temps. Que pensez-vous, vous, et que pensez-vous faire avec les ordonnances Macron? Ça, vous êtes taquin, monsieur, mon cher Jacques Lambert. Je ne sais pas encore ce que le candidat que je soutiens veut en faire. Donc je ne peux pas répondre pour lui. La réponse que je vais donner maintenant, c'est ma réponse personnelle. Je pense que, dans le droit fil de ce que je viens de vous dire maintenant, ces ordonnances Macron, comme beaucoup de prétendues révolutions ou avancées magiques du quinquennat, sont une opération de camouflage. Je pense qu'elles n'ont pas apporté grand-chose en réalité dans les entreprises. Je pense que la crise du Covid a empêché d'en connaître ou d'en voir les effets pervers, en particulier en termes d'effets de dérégulation des marchés sur les prix et donc sur les salaires. Et je pense que, à part quelques simplifications administratives dans les modalités de convocation des instances représentatives du personnel, en fait, il ne s'est rien passé. Et je regrette infiniment qu'on ait profité de cette occasion pour faire disparaître corps et biens le CHSCT, alors qu'il fonctionnait pas partout de la même manière, pas avec la même qualité, pas avec des personnes qui parfois y siégeaient sans être vraiment préparées à y siéger. Enfin, ce CHSCT avait beaucoup de défauts, beaucoup de travers, c'est vrai, mais il avait le grand avantage d'isoler et de mettre l'accent sur cette réalité d'un nouveau type de préoccupation de santé au travail qui porte davantage sur la pression psychologique due à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Je parle de la coupure numérique comme je parle de l'organisation matérielle avec les gardes d'enfants, les transports, etc., ce qui n'existait pas, ou beaucoup moins, il y a une quarantaine d'années quand le CHSCT a été inventé. Je parle des risques psychosociaux qu'on vient d'évoquer, quelle que soit leur source. Je parle des choses qui sont liées aux écrans, je parle du travail assis, qui, là aussi, on le sait bien, provoque un certain nombre de pathologies que, évidemment, dans le travail debout répétitif des usines, qui était encore une forme de norme il y a 40 ans, n'existait pas ou peu. Donc, tout ça donne au CHSCT, d'une manière tout à fait certaine, une résonance nouvelle dans un univers qui est nouveau. Et j'ajoute, pour finir sur ce point, que les générations qui arrivent sur le marché du travail sont beaucoup plus attentives à la qualité de vie au travail que leurs prédécesseurs, que la mienne et que celle de mes parents. Moi, j'ai vu mes parents rentrer tous les soirs en ayant mal à la tête, mal au dos, quand ils avaient du travail par ailleurs, ce qui n'est pas tout le temps, et ils s'en foutent beaucoup, mais ils n'avaient pas d'exigence particulière. Aujourd'hui, les jeunes veulent un environnement qualitatif, une souplesse d'horaire, comment dire, des choses dans lesquelles ils peuvent se retrouver, une satisfaction de leurs préoccupations personnelles sur le plan écologique ou sur le plan humanitaire ou caritatif. Enfin, le travail devient un lieu dans lequel on vient chercher des satisfactions ou plutôt de l'harmonie ou de la cohérence avec les convictions qu'on porte fortement. Et ça, c'est une nouvelle contrainte qui s'exerce sur l'entreprise. Dans ces contraintes, la politique de santé au travail devient un élément essentiel. Si elle n'est pas identifiée, traitée dans un lieu propre, qui était autrefois le CHSCT, qui n'existe plus, ou si peu que pas, voilà, là, il y a un point, je crois, de vigilance et sans doute de rétablissement. Enfin, moi, j'ai toujours été défavorable à la disparition du CHSCT. J'étais favorable, je me souviens. D'ailleurs, peut-être même avec Jean Auroux lui-même. Je me demande si on n'avait pas de discussion ensemble. Peu importe qu'il soit à part ou pas à part, c'est pas ça la question. Ce qui importe, c'est qu'il existe et qu'on sache où se traitent les questions d'hygiène, de santé et de conditions de travail dans l'entreprise. Or, aujourd'hui, on ne le sait plus. Voilà, c'est un point qu'il faudra corriger sans doute. En conclusion, je renvoie vers le rapport de France Stratégie récent du mois de décembre qui fait un état objectif sur les ordonnances Macron 4 ans après. Et il pointe beaucoup de faiblesses, et c'est très instructif, donc on ne va pas les lister maintenant, on est en bout d'entretien, mais il y a beaucoup de faiblesses sur le nombre d'élus, sur ce que ça n'a pas créé aussi, puisque ça devait créer le CSE à partir de 11 salariés, ils auraient dû en créer 90 000, et finalement il s'en est créé que 30 000, il y a eu 60 000 procès-verbaux de carence.
Donc on a vu, et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que chaque candidat, et j'espère que les autres d'ailleurs viendront s'exprimer là-dessus, et je vous remercie de l'avoir fait, et en espérant que vous montriez l'exemple et que Xavier Bertrand, qui me devait une réponse, ou Fabien Roussel, qui m'en devait une aussi, me les donne rapidement pour que je puisse les interroger sur le sujet. Merci beaucoup Jean-Frédéric, Merci Jacques, merci à tous. À très bientôt. À bientôt. Merci.